C'est celui qui vient raconter. On est de retour de la pause et avant de continuer avec la RDC, on avait évoqué avant de partir à la pause la Côte d'Ivoire et par rapport à l'existence même, c'est sur ça qu'on avait conclu de débat sur les questions de société. Vous voulez placer un mot avant? Non, c'est juste pour dire que ceux qui ont au pouvoir n'auront jamais envie de déballer, d'amener les grands dossiers devant les médias. Mais mais il faut que ceux qui aspirent au pouvoir les poussent dans leur retranchement. Eux aussi disent ils disent que ce qu'ils ont dans leur cagnotte, ce qu'ils ont comme secret, ils ne vont pas les dévoiler pour que celui qui est encore au pouvoir s'en saisisse pour quand même enrichir son bilan. Non, mais dans des débats sur les actions posées, déjà, c'est... sur les actions posées, ou bien sûr son programme, parce que lorsque vous prononcez par rapport à tel ou à tel thème, on vous dit votre conception de la chose. Si jamais ça se retrouve plus tard dans ce que votre adversaire d'en face développe sur le terrain, vous dites que il a copié, c'est du copie-coller. Parce que si on ne connaît pas vos intentions, par rapport à quoi on peut vous juger si jamais vous venez au pouvoir? On ne peut vous juger que sur parole, sur ce que vous avez dit, sur le nombre d'emplois que vous pouvez créer, sur le nombre sur les capitaux que vous pouvez faire, la somme, le montant, et ça doit être un programme, un objectif chiffré, un objectif clairement défini et chiffré. Comme le fait Nicolas Lawson. Par exemple, il n'y a que Nicolas Lawson qui s'essaie à la chose. Mais quand vous prenez par exemple les autres leaders politiques qui se disent leaders politiques, on n'obtient jamais un tel débat d'eux. Et je voudrais finir pour dire que par exemple sur les grands dossiers, généralement, ceux qui sont les enquiquineurs, c'est les journalistes. On ne voit jamais un opposant sortir, par exemple, un dossier qui dit qu'il y a eu telle chose qui est cachée ici, mais c'est seulement les journalistes qui font ce travail, qui sont les fouineurs, qui sont les grands débatteurs. Ils ne s'accaparent même pas de ces dossiers. Voilà, les opposants n'entendent jamais parler de ces dossiers, et c'est comme si ce sont les journalistes qui font le travail à leur place. Eux, ils sont peinards, ils attendent de venir au pouvoir, de gérer. Avec quoi, avec quel programme, ça là, on ne sait jamais. Voilà. Bien, passons maintenant à la République démocratique du Congo. Une crise politique est en train de se dessiner dans ce pays. Eh bien, l'archevêque de Kinshasa vient encore de prendre position. Monseigneur Fridolin Ambongo, figure de proue de l'influente Église catholique en RDC, a demandé mardi au peuple de se tenir en ordre de marche face au mépris dont il accuse la majorité parlementaire de l'ex-président Joseph Kabila. Les jours à venir seront difficiles et je tiens ici à demander au peuple de se tenir en ordre de marche. Lorsque le moment viendra, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin, a déclaré donc le cardinal Fridolin Ambongo dans une homélie à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Voilà encore Chris Sega, un archevêque qui vient de faire éclater la frontière entre le temporel et l'intemporel. Je crois que l'expression est bien utilisée, éclater la frontière, parce que on se dit où se trouve la laïcité. Mais c'est-à-dire, pour remonter un peu à l'histoire, je suis désolé de le dire, je n'ai rien contre l'Église, contre Monseigneur Ambongo, mais c'est que moi, c'est une position que je défends toujours. Il faut faire une limite nette entre le sacré et le politique, entre tout simplement le sacré et les faits, tels que ça se déroule sur l'échiquier politique. Nous avons connu par l'histoire l'influence que l'Église catholique avait dans le temps et la façon dont cette Église-là a joui de cette influence-là, a joui de sa position et les conséquences qu'il y a eu. Je ne voudrais pas remonter à toute l'histoire, mais seulement dire que nous avons eu par le passé dans des pays comme la France, des Richelieu, des Mazarin, etc., qui ont été comme le premier ministre du roi. Et c'est en 1901, j'ai bonne mémoire, qu'il y a eu traçage entre la société laïque et la société religieuse, parce que on avait constaté que pactiser avec le sacré ne fait pas toujours bon ménage lorsqu'il s'agit de politique, parce qu'il y a eu toujours des abus, parce que vous savez,
savez, l'Église catholique, en général, les églises qui sont des univers de dogmes, n'ont jamais la démocratie n'a jamais bien marché avec ces structures dogmatiques. Donc, je crois que ici, nous sommes en RDC et, disons-le, cette immixtion de l'Église dans le politique, ça ne choque personne. Hein. Non, c'est-à-dire que c'est comme si c'est naturel. Non, c'est deux coutumes, parce que lorsque vous remontez justement à leur histoire, vous constatez que les hommes d'église ont toujours joué un rôle prépondérant dans le fait politique. Ça, c'est deux coutumes chez eux. Mais seulement, ce qu'on oublie, c'est que, est-ce que ça fait avancer la démocratie? Nous avons vu des gens d'église gérer le pouvoir au plus haut niveau, comme Aristide, comme Nkurunziza, etc. Quel résultat cela a laissé? Ça a été à Malawi, on va voir. C'est-à-dire que sur le plan discursif, c'est-à-dire sur le plan de la rhétorique, je crois que certains d'entre eux sont très bons pour tenir l'opinion en haleine et faire croire qu'ils peuvent faire de bons présidents. C'est pas parce qu'on est un bon pasteur, un bon archevêque qu'on peut être un bon président ou bien donner des leçons de démocratie qui puissent faire en sorte que le pays atteigne son bien-être. En même temps, face à l'échec des politiques carriéristes, on voit aussi que peut-être qu'il faut essayer autre chose, même si ça avait été essayé dans le temps, ça n'a pas marché. Les politiques de carrière ne réussissent pas mieux non plus. Oui, ben voilà, mais la solution, ce n'est pas de réchauffer de l'ancien et de voir si ce qui n'a pas marché par le passé peut avoir la chance de marcher. Nous ne pouvons pas céder à l'émotion et faire croire que, ben voilà, si pendant longtemps, l'Église, du moins catholique, a essayé de régenter le monde et on est parvenu à un âge où on prône la laïcité et que justement l'Église revienne encore devant la scène, comme ça a été toujours le cas en RDC, comme c'est récemment le cas au Togo. Vous voyez que les résultats ne sont jamais différents. Voilà. Ici, Monseigneur Ambongo demande au peuple de se mettre en ordre de marche. On avait vu cette Église très présente pour le départ de Kabila, qu'elle a obtenu même dans le sang, il faut le dire. Mais quand on suit un peu l'homélie de Monseigneur Ambongo, on peut déduire que ce pourquoi les gens sont battus, ce pourquoi les gens sont battus, on ne l'a pas. Celui qui a le pouvoir aujourd'hui n'a pas les leviers du pouvoir pour bien gouverner, finalement. Oui, mais moi je prends la chose telle. Je me dis, est-ce que Monseigneur Fridolin n'est pas d'abord un citoyen congolais avant d'être archevêque? Mais c'est dans son homélie justement qu'il intervient, Mais si c'est cela le cas, s'il est citoyen, cela veut dire que la gouvernance du pays influe sur sa personnalité et comment appelle-t-on, son entourage et tout. Et donc il se bat, en tout cas pour moi, pas au nom de l'Église, mais plutôt au nom du peuple congolais, en réalité. C'est comme ça que moi je vois la chose. Maintenant, par rapport à Kabila, vous avez vu ce qu'il a dit, ce que Monseigneur a dit, je crois que c'est beaucoup plus clair, c'est trop clair. Il dit, ils vont marcher contre le mépris de ceux qui ont encore le monopole, la même mise sur le pouvoir aujourd'hui. Parce que à l'Assemblée nationale, c'est Kabila qui est présent. Oui. Kabila qui est présent, cela veut dire qu'on ne donne pas la même libre à Tshisekedi de dérouler peut-être son programme. Et c'est ça, il y a le mépris, il a parlé de l'arrogance, des hommes de Kabila. Et puis, avec tout ça là, je crois que le pays ne peut pas marcher. Sauf que Monseigneur Fridolin Ambongo n'était pas là quand l'accord était conclu entre les deux et il ne sait pas le contenu de cet accord. Mais de toute façon, Kabila parce que là, Tshisekedi aussi... Il peint en blanc Tshisekedi et peint en noir non, Kabila. du tout. Moi, je crois avoir entendu même Tshisekedi qui se fâchait, qui menaçait même de rupture de contrat. Cela suppose qu'en réalité, Tshisekedi, c'est d'abord même le Premier ministre qui menaçait de Tshisekedi de démission. Le Premier ministre kabiliste. Voilà. Sylvestre Ilunga. Donc c'est-à-dire que ça ne passe plus. L'eau ne passe plus entre Monseigneur l'a dit, les coalisés ne se font plus confiance. Tout à fait. C'est normal que Monseigneur menace ou prenne de l'initiative afin de quand même de permettre à cette rupture-là pour peut-être donner
la chance à Tshisekedi de jouir de son pouvoir, de dérouler son programme pour voir ce que ça va donner aux Congolais. Tout donne l'impression aujourd'hui que c'est toujours Kabila qui gouverne le pays, alors qu'en réalité, Kabila n'est plus au pouvoir. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec Monseigneur Fridolin par rapport même... Sur le fond, sans doute, mais moi, je parle de la forme. Oui. C'est-à-dire que lorsque c'est dans votre homélie que vous sortez ces choses-là qui sont purement politiques, alors que vous êtes en face, par exemple, de votre auditoire qui est peut-être que c'est l'occasion qui lui est donnée. Des kabilistes et des tshisekédistes et sans doute d'autres qui ne voudraient pas se mêler de politique. Ça veut dire que il est en train d'utiliser, d'instrumentaliser l'Église. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Sur le plan du fond, tout ce qu'il a dit, c'est conforme à ce que je pense. C'est vrai, mais seulement, c'est son approche en tant qu'archevêque, en tant que quelqu'un qui a une autorité, qui dispose d'une autorité morale et non d'une autorité politique qui, en principe, pouvait approcher, par exemple, Kabila pour lui parler, parce qu'il y a quand même des voies diplomatiques pour aborder des sujets politiques. C'est comme si il y a des voies diplomatiques. Ok, non, monsieur, que peut-être qu'il a déjà fait cette démarche-là qui n'a pas marché. Non, mais s'il a fait cette démarche-là, il vaudrait mieux qu'il commence à le dire. Moi, c'est comme cela que lorsque vous avez cette autorité morale et que vous en usez juste contre un point de la société, alors que vous êtes devant votre auditoire qui est composé d'un certain nombre qui est issu de diverses composantes. Des gens qui sont pour Kabila, les gens qui peuvent être pour Tshisekedi, et d'autres qui ne voudraient pas en principe se mêler de politique, qui ne sont venus que pour prier leur Dieu et rentrer chez eux. Mais vous les soumettez à un discours qui les contraigne à vous suivre malgré eux. Alors l'Église n'est pas le lieu des débats politiques, mais des débats de société, d'accord, mais des débats clairement politiques où vous appelez les Congolais à se préparer pour faire quoi. Moi, je crois que c'est pas le lieu d'évoquer ces genres de sujets, mais peut-être d'utiliser les canaux diplomatiques pour être au-dessus de la mêlée, en imposer autant à Tshisekedi qu'à Kabila, se comporter en bon père de famille. Moi, c'est ce que je crois. Non, il faut trouver aussi la tribune sur laquelle il faut quand même donner son message. Si on veut dans ce cas, il peut utiliser par exemple les laïcs catholiques. Il y en a. Quand vous prenez par exemple les gens comme Kokovi chez nous, ici, Kokovi, tout le monde sait, Magloire Kokovi, tout le monde sait qu'il est très politique, même. Je ne crois pas que il utilise l'instrument de l'Église comme tel pour se faire valoir, mais c'est quelqu'un qui peut... C'est vrai que dans l'Église, il y a des gens qui sont politiques, mais qui sont laïcs, qui ne sont pas directement, qui ne sont pas prêtres, etc., qui interviennent sur l'étiquette politique qui jouent des rôles, qui organisent des conférences, qui parlent de la position de l'Église, sans pour autant laisser la main à l'Église d'intervenir directement dans les débats politiques. Parfois même, c'est le pouvoir politique même qui prête flanc à cela. Si moi je reviens par exemple au Togo au temps de la conférence nationale souveraine, tout le rôle que Podro avait joué, et plus récemment la CVG avec... Oui, c'est qu'on cherchait quelqu'un qui soit équidistant entre les clans. Tout simplement, c'est pour cela qu'on prend des gens comme... On avait pris quelqu'un comme Podro. C'est-à-dire on estime qu'il est au-dessus de la mêlée, il ne prêche pas pour une chapelle donnée, il peut mettre tout le monde à équidistance et permettre à ce que le débat avec Monseigneur Fridolin, tout ce qu'il a dit, je crois que les Congolais vont se retrouver dedans, parce qu'il s'agit de la vie politique, sociale de leur pays. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, là, ils ont mis la main, pas sur tout. En tout cas, pour moi, ils ne veulent pas que le pays sorte de tout ce problème, tout ce carcan de difficultés avec Kabila, avec Tshisekedi. Moi, je crois que Monseigneur voudrait voir autre chose, permettre au pays de voir autre chose. En tout cas, c'est l'occasion pour lui. Là, vous touchez justement le fond des propos de Monseigneur, le cardinal Fridolin Ambongo. Il y a une phrase qu'il a eue et sur laquelle je voudrais peut-être qu'on s'étende un peu. Il dit, c'est de la responsabilité de ceux qui sont coalisés, le président et le président sortant, de faire éclater cette coalition.
Oui, je crois que la dernière fois, on parlait déjà d'une cohabitation qui ne dit pas son nom. Parce depuis que le début même. Depuis le début, de fait, je crois que les deux clans sont dans la cohabitation. Seulement, ils font semblant de ne pas le faire paraître pour dire que, ben voilà, ils se sont compris. Ils ont un minimum d'espace de concertation qui leur permettent de conduire les affaires de la nation. Mais on se rend compte que, messieurs, dans ce tandem-là, Tshisekedi, Kabila, qui est-ce qui tient le guidon? C'est ça. Voilà, c'est celui qui tient le guidon. C'est Kabila qui tient le guidon. Voilà, c'est Kabila qui tient le guidon, alors que Kabila, en principe, dans l'accord qu'ils ont eu, devrait se mettre derrière Tshisekedi, parce que c'est Tshisekedi qui a l'autorité en tant que l'autorité suprême, mais c'est que Kabila le gêne, Nous n'en voulons pour preuve que la dernière fois, lorsque son ministre, le ministre de la Justice du gouvernement a introduit un projet de loi au niveau de l'Assemblée sans en parler au préalable au président, le président en était horrifié et de justesse parce que il incarne l'autorité suprême du pays. On ne peut pas vouloir changer des lois du pays sans qu'il en soit informé, ne serait-ce que pour l'informer, discuter avec de la faisabilité, de la pertinence de cette loi-là et voir comment dans ce cadre de concertation, il en discute pour créer du sens, pour avoir le même sens de la chose. Je crois que ce qui gêne Tshisekedi aujourd'hui, c'est qu'en tant que Kabila, on ne le laisse pas travailler, en tant que président, on ne le laisse pas travailler. C'est comme si on le met à la rue, tout simplement. Voilà Kabila qui le dit, voilà, vous avez voté pour un président. On ne sait pas si ça a été un vote parfait. Voilà, celui-là, il ne sert pas à grand-chose. Et cela doit faire éclater cette coalition. Mais aujourd'hui, faire éclater la coalition de quelle façon? De toute façon, c'est le président, c'est la majorité au Parlement qui désigne le Premier ministre. Et le Premier ministre est chef du gouvernement. Est chef du gouvernement. Si on fait éclater cette coalition, je crois que c'est ce que veulent d'ailleurs les kabylistes, parce qu'ils dénoncent cette coalition qui dit que si le Kabila ne sait pas monter les épaules, on va tout simplement le déposséder du gouvernement. C'est-à-dire, les kabylistes vont tout simplement former leur gouvernement, affirmer la cohabitation, quitte à eux de revendiquer en fin de mandat le bilan. Comme ça, le président servira à inaugurer les chrysanthèmes, je crois. Oui, justement, et quand, par exemple, Tshisekedi monte le ton, quand le cardinal Ambongo dit il appartient de faire éclater cette coalition, les conséquences, est-ce qu'il les mesure? Une cohabitation, déjà dans les grandes démocraties, c'est pas facile, c'est pas chez nous que ça va être facile. Oui, mais c'est vrai que la position de Monseigneur par le passé a amené à une conséquence très lourde. Et on avait connu le bain de sang, un grand bain de sang par le passé, avant même l'installation de Tshisekedi. Moi, je ne le souhaite pas. Je ne voudrais plus voir les Congolais aller sur ce terrain-là. Mais de toute façon, avec tout ce qu'on dit, je crois que les kabylistes doivent quand même prendre conscience du fait que aujourd'hui que ça ne marche pas du tout bien comme on l'aurait souhaité. Mais vous voyez, on veut reformer la justice et ils refusent, alors qu'en réalité, ça ne marche pas très très bien là-bas. Maintenant, par rapport, comment peut-on, à la coalition Tshisekedi Kabila, moi je crois que on devait mettre fin à cette coalition-là pour permettre, faciliter même la gestion du pouvoir par Tshisekedi. La pause maintenant et on revient pour le dernier sujet.